The hell is coming. L'enfer vient. Lorsque j'étais petit, ma grand-mère me racontait souvent comment tout cela avait commencé. Elle avait à peine 10 ans, et le monde commençait à faire face à une nouvelle pandémie. À cette époque, il l'appelait Covid-19. À vrai dire, les gens n'étaient pas très inquiets au début. Beaucoup pensaient même que c'était une supercherie, que les États du monde exagéraient les faits et la dangerosité de ce nouveau virus. Mais en réalité, ils la minimisaient. Certainement pour ne pas affoler les populations. Chaque pays affirmait pouvoir gérer cette crise. La vérité, c'était que personne n'était préparé à ce qu'il allait se passer. En 2025, le virus avait déjà muté 24 fois, et les morts se comptaient alors par millions. Les gens vivaient confinés la majorité du temps. La situation commençait à être réellement critique, et à chaque fois que les scientifiques crurent avoir trouvé un nouveau vaccin, une nouvelle souche de ce virus apparaissait, toujours plus virulente. Les pays les plus sous-développés et en précarité médicale furent les premiers à en pâtir. Si au début les ONG et les États apportaient leur aide à ceux qui en avaient le plus besoin, il arriva un moment où chaque pays dut garder les moyens qu'ils avaient pour aider leurs concitoyens. Et si au départ beaucoup trouvaient cela choquant et inadmissible, ils durent bien se rendre à l'évidence qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. En 2030, 1,5 milliard de la population mondiale avait péri à cause des diverses souches du Covid. Il était devenu impossible de se déplacer dehors sans une combinaison adaptée. Un peu comme celle que portaient les scientifiques pour se rendre dans des zones radioactives. Peu de gens avaient les moyens de s'en procurer une. Et même si les commerces alimentaires étaient toujours en fonction, c'était à peu près tout ce qui restait des magasins. Les pharmacies se faisaient rares, et les hôpitaux n'accueillaient plus que les cas les plus graves, susceptibles d'être sauvés. Les autres mouraient simplement chez eux. Et soit les familles les enterraient eux-mêmes dans leurs propriétés, soit ils les abandonnaient dans les rues. Un service de ramassage des corps avait été mis en place pour mettre les cadavres dans des fosses communes. Il n'y avait plus de place dans les morgues, et encore moins dans les cimetières. La situation financière du monde avait sombré dans le chaos. Les gens, dans l'impossibilité de travailler et de se nourrir, avaient fui les villes par milliers pour rejoindre les campagnes et les zones rurales, seuls endroits où il était encore possible d'élever quelques bêtes et planter de quoi manger. Et comme la consommation qui faisait vivre les pays avait presque totalement disparu, plus rien ne rentrait dans les caisses des États. Autant dire que le monde était à genoux. En 2040, tous les médias visuels avaient cessé d'émettre. Cela faisait d'ailleurs plusieurs années que c'était la seule chose qui passait à la télé. Les séries, les émissions en tout genre et les films n'étaient plus diffusés depuis plusieurs années déjà. Vu qu'il était impossible de produire de nouvelles œuvres audiovisuelles, le dernier film de l'histoire fut tourné en 2024. C'était une histoire d'amour. Un film rempli d'espoir. Il ne restait donc pour seule information à cette époque que les journaux et la radio. Finalement, c'est comme si le monde avait reculé d'un siècle. Cependant, une chose revenait de plus en plus en boucle dans les médias. Une chose étrange, à laquelle, encore une fois, beaucoup ne croyaient pas. Plus les années passaient, plus la pandémie faisait rage, et de nombreuses personnes affirmaient avoir vu quelque chose dans le ciel. Cela se produisait toujours lorsque de puissants orages survenaient, lors de tempêtes ou d'ouragans. Des gens prétendaient que parmi les nuages noirs et le ciel déchaîné, ils avaient aperçu une chose étrange et terrifiante. Entre les éclairs et le tonnerre était apparu un cavalier. Monté sur un cheval blanc, il sillonnait le ciel sur son cheval cabré. Mais à part ceux qui juraient l'avoir vu, peu de gens donnaient du crédit à ces récits. Et comme les téléphones et appareils photo n'étaient plus en fonction depuis longtemps, faute de n'avoir pu en fabriquer de nouveaux, il n'y avait jamais eu de preuves pour étayer les dires de ces personnes. Ma grand-mère, à cette époque, elle, était certaine que ce n'était pas que de simples histoires. Et si elle avait su la suite, à défaut de pouvoir y changer quelque chose, elle aurait au moins pu comprendre ce qui était en train de nous arriver. En 2044, 2,5 milliards de personnes étaient mortes à travers le monde. C'était du moins les chiffres officiels. Difficile de dire finalement si ce nombre était juste. Par contre, le monde connut un nouveau bouleversement.
Le 6 juin, à 6 heures pile, un grondement assourdissant se fit entendre à travers la planète. Le sol se mit à trembler. Les gens pensaient alors que ceci était le fruit d'un énorme tremblement de terre. Il n'en était rien. Alors que les gens se précipitaient en dehors des habitations, le ciel était balayé par des éclairs d'une telle puissance que jamais aucun être humain n'avait observé à travers l'histoire. Et au milieu de ce chaos, tous l'aperçurent. Le cavalier, monté sur son pâle destrier. Un cheval blanc comme la mort. Dans un vacarme assourdissant, il cabra sa monture et disparut dans le ciel. Ce fut le début d'une toute nouvelle version du monde. Personne ne sut pourquoi, mais au lendemain de cette apparition, les dirigeants de chaque État décidèrent d'abandonner leur peuple. L'armée fut retirée des rues, et il n'y eut plus ni police, ni pompiers, ni aucune forme de justice civile ou militaire à compter de ce jour. Le monde sombra alors dans un nouveau chaos. Entre l'épidémie de Covid et les nouvelles maladies qui réapparaissaient, faute de soins médicaux adaptés. Sans la justice et les lois pour les contenir, il avait fallu à peine quelques mois, dirais-je même quelques semaines, pour que les hommes ne retrouvent leurs instincts primaires. En premier vinrent les pillages. Les plus forts prenaient aux plus faibles. Ceux qui étaient armés avaient un réel avantage sur les autres. Le meurtre et autres atrocités gratuites, ou juste pour obtenir de quelconques biens, était devenu la norme. Mes grands-parents et un des frères de ma grand-mère avaient fui au point le plus reculé dans une montagne de la Savoie. Avec quelques chèvres, ils réussissaient à survivre du mieux qu'ils pouvaient. Les hommes se relayaient chaque nuit pour surveiller la venue de potentiels pillards ou criminels en tout genre. Les dernières radios privées qui émettaient encore ne cessaient de décrire l'atrocité dans laquelle le monde avait sombré. Certains y émettaient des avis de recherche de proches disparus. D'autres organisaient des milices armées pour tenter de défendre le peu de justice qui restait et sauver le peu d'innocents encore en vie. Ma mère vit le jour un soir de printemps 2045. Mon grand-père étant d'origine espagnole, ils décidèrent de l'appeler Esperanza. Peut-être pour pouvoir continuer à avoir, dans ce monde meurtri, un semblant d'espoir. Avec les guerres civiles qui faisaient rage à travers la planète, les épidémies toujours plus virulentes et le manque de moyens en tout genre, il ne restait de la population mondiale que la moitié des êtres humains. À ce stade, l'on disait que 3,5 milliards des hommes avaient disparu. La pollution ayant par contre cessé presque totalement, la faune et la flore étaient redevenues luxuriantes. La chasse était un des meilleurs moyens de se nourrir, malgré le fait que les êtres humains aient de nouveaux concurrents de taille, tels que les loups, les ours et les félins sauvages, comme les lynx et les pumas. Les munitions et les armes à feu se faisant de plus en plus rares, ils étaient presque d'égal à égal avec les prédateurs, l'arc et l'arbalète étant redevenus l'arme la plus souvent utilisée pour la chasse. Mais l'homme avait toujours son intelligence et son ingéniosité pour pouvoir continuer de survivre et de se nourrir, partageant ainsi les proies avec le reste du règne animal. Les radios qui continuaient d'émettre racontaient alors chacune les mêmes récits. Alors que les guerres et les massacres étaient présents à travers le monde, plus personne n'avait aperçu le cavalier blanc depuis juin 2044. Mais à sa place, et ce à chaque fois qu'un terrible orage éclatait, les gens présents affirmaient voir un autre cavalier. Il était monté sur un cheval rouge, écarlate comme la couleur du sang. Brandissant une épée, il chevauchait sa monture infernale au milieu des cieux déchaînés. Lorsque ma mère avait 16 ans, en 2061, elle avait conduit le petit troupeau de la famille plus haut sur la montagne, lorsqu'un orage avait éclaté. C'était la première fois qu'elle put apercevoir le cavalier et son cheval rouge. Je n'ai jamais remis sa parole en doute, tant ses yeux s'emplissaient de terreur chaque fois qu'elle me racontait cette histoire. Malgré l'effroi qui régnait sur la terre, au milieu de la guerre et du chaos, les êtres humains qui étaient parvenus à survivre continuaient à vivre comme ils le pouvaient. Ce qui restait des villes autrefois surpeuplées n'étaient plus que des ghettos grignotés par la végétation, où certains avaient décidé de rester, formant de petits groupes plus ou moins organisés. La plupart des survivants, comme l'avait fait ma famille, s'étaient retranchés dans les montagnes et les forêts, pour fuir la sauvagerie des hommes.
Une nuit d'hiver 2063, mes grands-parents avaient recueilli une famille qui avait traversé le pays pour se mettre à l'abri. Il y avait un homme d'une 50aine d'années et son fils de 19 ans. Sa femme et sa fille avaient été tués par un groupe d'hommes armés qui avaient investi leur maison avant de la brûler. Ils étaient les seuls survivants de leur famille. Ce jeune garçon s'appelait Déos et était d'origine grecque. Ma mère en tomba immédiatement folle amoureuse. Et malgré le monde dans lequel ils vivaient, ils décidèrent de se marier. Bien que le côté officiel de cette union ne pouvait plus exister dans ce nouveau monde, ils s'unirent l'été de l'année 2067. Certains essayèrent parfois au cours des années qui suivirent de reconstruire des sociétés organisées et sécurisées, telles qu'elles avaient existé auparavant. Mais je pense que la plupart n'étaient plus des hommes à proprement parler, et se complaisaient finalement dans cette société anarchique et chaotique. C'était la loi du plus fort, œil pour œil, et dent pour dent. Et donc leurs efforts étaient vains, et ils finissaient souvent assassinés. Jusqu'à ce jour, de nouveau un 6 juin, le 6 juin 2070. La terre se remit à trembler, et le ciel semblait se déchirer dans un millier d'éclairs apocalyptiques. Tous purent alors le voir, le cavalier monté sur son cheval rouge, comme 25 ans auparavant, avec le cavalier au destrier blanc. Celui-ci arpenta le ciel de la terre avant de disparaître. On raconte que le son des sabots de sa diabolique monture résonnait à travers le monde entier. J'ignore s'il ne restait que les êtres les plus vaillants, ou si nous n'étions plus assez équipés pour avoir des nouvelles à jour, mais le nombre de morts à travers le monde semblait ralentir. Enfin du moins, au début. Car alors que nous étions habitués à ce mode de vie, une chose étrange et terrible se profilait. Lorsque je vins au monde le 7 juillet 2077, la vie était devenue presque impossible. Depuis 7 ans, les récoltes mouraient, le bétail tombait malade, l'herbe, les arbres, les fleurs, tout périssait. Les herbivores avaient de plus en plus de mal à se nourrir. Et alors qu'ils disparaissaient petit à petit, avec eux mouraient les carnivores. Le monde verdoyant et luxuriant, je ne l'ai que peu connu. Car plus je grandissais, plus toutes ces choses se faisaient rares. Les insectes étaient devenus une ressource importante pour la nutrition. Il était rare de trouver une proie digne de ce nom. Et lorsque c'était le cas, elle était souvent maigre et sur le point de mourir. La famine étant en place et la mort avec elle, poussa certains à consommer les autres êtres humains qui avaient le malheur de croiser leur route. Le cannibalisme s'était répandu à toute vitesse, devenant presque une norme. Instinct de survie ultime. Ma mère m'avoua un jour que ma naissance n'était pas désirée. Comment aurait-elle pu vouloir un enfant dans un monde si chaotique? Mais lorsqu'elle avait appris qu'elle était enceinte, elle n'avait pas eu la force de me faire mourir. De toute façon, comment aurait-elle fait? Il y avait bien longtemps que les hôpitaux et les médecins avaient disparu. J'ignore même à quoi cela pouvait ressembler. Alors que je devais avoir 7 ans, un orage se forma sur la montagne. J'avais entendu les récits de mes grands-parents à présent décédés sur les cavaliers. Ma mère m'interdisait d'ailleurs de sortir dès que le ciel se couvrait. Elle barricadait toujours les portes et les fenêtres à chaque fois que la pluie commençait à tomber. Mais alors qu'en cet après-midi de mars, elle et mon père s'étaient absentés pour chercher de quoi manger, je m'étais mis à l'abri, lorsque je vis par une fenêtre que notre dernière brebis s'était échappée. Elle se mit à courir vers les montagnes. C'était notre seul bien, je ne pouvais pas la laisser fuir. Bravant alors les interdits de mes parents, je me lançai à la poursuite de l'animal, qui s'échappait au loin. Le ciel était devenu noir, l'orage si puissant qu'il faisait trembler le sol sous mes pieds. Je réussis à rattraper la brebis lorsqu'au milieu des grondements de l'orage, j'entendis le hennissement d'un cheval. Je levai alors les yeux vers le ciel, et c'est là que je le vis. Sur un cheval noir comme le charbon, un cavalier lancé au galop arpentait le ciel. Je me mis à courir le plus vite possible, traînant la pauvre bête derrière moi. Mais alors que j'approchais de la maison, je vis cet être fendre le ciel et descendre sur moi, le bruit des sabots de l'animal diabolique claquant dans les airs. Je n'eus pas le temps d'atteindre la porte. Le cheval posa les pattes au sol, se plaçant ainsi devant moi. Il était noir comme les ténèbres.
Sa crinière fantomatique flottait dans le vent. Ses yeux étaient rouges et brillants tel un brasier, et de ses naseaux se dégageait une épaisse fumée, comme si l'intérieur de son corps bouillonnait. L'homme qui le montait, lui, était vêtu d'une armure noire, de couleur semblable à celle de son cheval, et d'un casque qui cachait entièrement son visage. Sur son blason était dessinée une balance. Alors que le cavalier avançait vers moi, je reculais, tenant toujours la corde à laquelle j'avais attaché notre brebis. C'est alors qu'il leva son épée vers le ciel, avant de la tendre vers moi, et de se lancer au galop dans ma direction. Je me jetai au sol dès qu'il fut à ma hauteur, me relevai, et courus le plus rapidement possible m'enfermer à la maison. J'eus du mal à placer la lourde poutre pour bloquer la porte d'entrée. Je me précipitai pour bloquer également les fenêtres. J'entendis les lourds sabots du cheval sur le petit toit de la cabane. Et alors que je m'étais réfugié sous un lit, l'orage cessa. Et avec lui, le cavalier disparut. Lorsque mes parents furent revenus, je ne leur dis rien de ce qui s'était passé. J'expliquai simplement que la brebis avait eu peur de l'orage et que je l'avais donc prise à l'intérieur pour la calmer. À compter de ce jour, je n'ai eu de cesse de comprendre ce qui s'était passé. Qui était ce cavalier et qui étaient les autres? Il était différent des deux derniers que m'avaient décrits mes proches. Mais ce n'était pas humain, ça c'était certain. Je passais mes journées accroché à la radio, attendant le moindre signe, la moindre description du cavalier au cheval noir. Je prenais des notes, rassemblais le plus de détails possible sur ces choses. Le jour de mes 15 ans, je m'aventurai au village, à quelques kilomètres en bas de la montagne. Ce fut ma première sortie depuis ma naissance. Je regardais ce qui restait des anciennes habitations, essayant d'imaginer à quoi cela pouvait bien ressembler. La végétation à présent morte, la guerre et les intempéries avaient presque tout dévoré. Ne subsistait de cet endroit que des bâtisses en pierre qui avaient survécu à cette tragédie. Difficile de se faire une idée lorsque l'on n'a connu que des terres arides et désolées. Je m'engageai avec prudence dans l'une d'elles. Les murs ne tenaient que grâce aux quelques poutres qui étaient tombées et s'appuyaient contre les murs. Je vis écrit sur l'un d'eux « Population mondiale actuelle, 1,5 milliard. 27 juin 2091. Gardez espoir, mes frères, c'était l'année passée. » Encore une fois, lorsque ma grand-mère me racontait qu'au départ ils étaient 7 milliards, il était difficile pour moi d'imaginer le monde si peuplé. Cela me rendait triste. J'aurais tant voulu voir cela. Toutes ces forêts, toutes ces espèces, ces lacs, ces mers, ce monde où l'on était libre, heureux, où l'on riait et s'amusait. J'aurais voulu danser moi aussi, aller dans ce que ma grand-mère appelait les bars, voir un musée, une bibliothèque, un jardin, aller à l'école, faire des études. Mais tout cela me semblait plus être un conte pour enfants que quelque chose ayant réellement existé. En passant sous une porte à moitié effondrée, je constatai qu'un vieux meuble de bois brisé était encore présent. Je jubilais de voir cette trouvaille. En m'approchant, je dus me couvrir le nez, tant l'odeur de moisissure était insupportable. Je soulevai l'une des planches, et ce que je vis remplit mes yeux de 1000 étoiles. Sous les épaisses couches de poussière et de débris, une merveille avait été oubliée et préservée du temps. Un livre. C'est le premier que je voyais. Je le pris délicatement, de peur qu'il ne s'abîme. J'essuyai avec ma manche la couverture. Elle était sombre, et l'écriture dessus quasiment illisible. Je le glissai dans mon sac et m'apprêtai à faire demi-tour, lorsqu'un son rauque me paralysa sur place. S'ensuivit un sourd grognement, puis un deuxième. Je retins ma respiration et me tournai doucement lorsque je vis avec effroi l'énorme bête. Un ours amaigri, sale et affamé, se tenait devant moi. Il me fixait en grognant. Je faisais un effort monstre pour être le plus calme possible, faisant un pas en arrière. Il s'avançait vers moi, grognant et bavant. J'allais ressortir par la porte pour me mettre à courir, lorsqu'il se jeta sur moi. Je tombai en arrière et me faufilai entre les poutres tombées au sol, en rampant tant bien que mal. Le terrible animal n'avait certainement rien mangé depuis des semaines, voire des mois. J'étais un repas de choix,
Alors que j'atteignais un trou dans un des murs du fond, je poussai un cri de douleur lorsque la bête planta ses griffes dans ma jambe gauche. J'ai réussi à m'extirper, entendant les cris de rage et de détresse de l'animal, qui se savait condamné à une mort certaine. Au fond, lui aussi ne songeait qu'à sa survie. Je décidai de rentrer. C'était assez d'émotion pour une première fois. Et j'avais hâte d'inspecter ma trouvaille. Je m'arrêtai près d'un petit ruisseau pour nettoyer ma plaie et me faire un bandage avec un morceau de tissu. Je mentis à mes parents en leur disant que j'étais allé dans les hauteurs à la recherche de champignons. En vain. Mon père était malade depuis quelques jours, toussait beaucoup et commençait à être fiévreux. J'essayais de faire bonne figure, mais la tristesse et l'inquiétude se lisaient sur le visage de ma mère. Elle n'avait réussi à trouver que quelques criquets qu'elle avait fait cuire. Le petit oiseau qu'elle avait trouvé sur le sol avait déjà pourri de l'intérieur et était impossible à manger. Je laissai ma part pour mon père, qu'il exigea de partager avec ma mère. Je embrassai mes parents avant de rejoindre le petit placard qui me servait de chambre. J'ouvris le petit volet pour que la lune me procure assez de lumière pour pouvoir examiner mon livre. Ma mère et ma grand-mère m'avaient appris à lire en dessinant les lettres sur la terre. C'étaient les moments que j'appréciais par-dessus tout. Je sortis l'ouvrage du sac et tourna doucement la grosse couverture en cuir. En grosses lettres noires, à moitié effacées par le temps, je vis qu'il était inscrit « Les Cavaliers de l'Apocalypse ». Je prenais une profonde inspiration avant de poursuivre en tournant la page. « Viens et vois ». Je regardai donc et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, pour remporter la victoire par la maladie et la souffrance. Et lorsque l'agneau eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval qui était rouge. Et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres. Et on lui donna une grande épée. Et quand l'agneau eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui disait « Viens et vois ». Et je regardai, et il parut un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Avec lui viendront la famine et le pourrissement de la terre et des récoltes. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Tout devenait clair. Les cavaliers qui avaient été observés ces 75 dernières années étaient tous parfaitement décrits dans ce livre, et avec eux, les mots qu'ils apporteraient. Je mis rapidement le livre sous ma paillasse, en entendant les pas de ma mère se rapprocher, et fis semblant de dormir. Elle entr'ouvrit un instant la porte avant de repartir. Je décidai d'interrompre ma lecture pour ce soir. Je devais me lever tôt pour espérer trouver de quoi manger pour que mon père puisse reprendre des forces. Mon père mourut 2 semaines plus tard de la maladie. Je l'enterrai seul, près de notre cabane, tant ma mère était accablée par le chagrin. Je me rendais au village de plus en plus souvent les mois et les années qui suivirent. Je réussissais à trouver de temps à autre pas mal d'insectes en tout genre, parfois même 1 ou 2 souris. Je me cachais lorsque j'apercevais des groupes d'hommes qui traversaient le village. Un soir où je m'étais un peu trop attardé, je vis dans ce qui restait d'une ruelle une lueur percer la pénombre. En m'approchant prudemment, je pus voir 2 hommes en train de faire cuire quelque chose. Mon sang se glaça lorsque je constatai avec effroi qu'il s'agissait de 2 jambes humaines et d'un bras. L'une d'elles appartenant à ce qui semblait être un enfant, étant donné sa taille. Je détournai le regard de ce sordide spectacle avant de m'enfuir en silence. Ma mère ne sortait presque plus de notre maison, et lorsqu'elle le faisait, c'était simplement pour aller pleurer sur la tombe de mon père. Moi, j'avais de plus en plus de mal à trouver de quoi manger. Même les insectes se faisaient rares. Elle mourut le 11 janvier 2095, de tristesse, de faim. Au fond, je pense qu'elle était arrivée au bout de ses forces. Moi, j'avais 17 ans. Je l'enterrai près de mon père. Puis je m'assis sur le pas de la porte, regardant le ciel et écoutant les quelques mots qui se faisaient parfois entendre sur les ondes de notre vieille radio. J'ignore combien de temps je suis resté ainsi. 2 jours, 2 semaines, qui sait. J'étais à présent seul ici. Tout avait péri. Seuls les mouches et les asticots abondaient, grignotant ce qui restait du monde. Puis vint le 6 juin
2095. Dans le vacarme de 1000 volcans et un tonnerre assourdissant, moi et ce qu'il devait rester des survivants purent voir le cavalier et son cheval noir traverser le ciel, avant de disparaître à jamais. J'ai fini par quitter notre cabane. Il n'y avait plus rien à manger, et l'eau se faisait rare. J'ai traversé plusieurs villes, ce qui était autrefois Lyon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, puis Bourges. Cela faisait maintenant 3 ans que je marchais, me cachant des quelques groupuscules que je croisais. Ceux qui se rencontraient s'entretuaient pour se voler, ou simplement manger ceux qui perdaient le combat. Depuis juin 2095, un nouveau cavalier avait fait son apparition. Sur mon chemin, il m'avait été donné de l'apercevoir 7 fois. Lui était équipé d'une monture vert pâle, et je pense qu'il était le pire de ceux que nous avions déjà vus. Lors des orages, lui ne restait pas uniquement dans le ciel, mais il descendait parfois au sol, et alors tous ceux qu'il croisait sur son passage mouraient instantanément. Les herbes fanaient, la terre se craquelait, les hommes s'effondraient, et de leur corps ne restait que leur squelette. Je décidai finalement de m'arrêter quelque temps à Orléans. Je trouvai refuge dans un vieux moulin dont il ne restait que les murs et un morceau du toit. Un minuscule ruisseau subsistait de ce qui devait être autrefois une luxuriante rivière. Et pour mon plus grand bonheur, quelques grenouilles vivaient là. Cela me permettait de manger et boire presque convenablement. J'ignore pourquoi mon but principal était au départ de rejoindre Paris. Peut-être que naïvement j'espérais y trouver quelques humains qui n'auraient pas sombré dans la bestialité et la folie. Je gardais toujours ma radio et mon livre, trouvé plusieurs années avant cela, près de moi, attendant le moindre signe de quelque chose qui m'aurait redonné espoir, ou plutôt me donner espoir, car le monde dans lequel j'étais né n'avait rien apporté. Alors je suis resté là. Je fis de cet endroit ma nouvelle demeure, et le temps s'écoulait lentement. Un soir d'été 2108, où je m'étais endormi à l'extérieur en regardant les étoiles, je fus réveillé par le cri d'une femme. Je crus d'abord que j'avais rêvé. C'est alors que je la vis courir, pourchassée par 2 hommes. Je pris l'arbalète que je m'étais confectionnée, ainsi qu'une épée trouvée sur la route, et je courus pour les rattraper. J'avais passé des mois à m'entraîner au tir, et je fis mouche sur mes 2 cibles. J'aidai la jeune femme à se relever. Elle était magnifique, avait de longs cheveux châtains, et les yeux clairs comme le ciel. Son nom était Athéna. Je la recueillis chez moi, après lui avoir préparé ma spécialité, les grenouilles aux champignons. Elle me dit qu'elle était venue de Paris pour trouver de l'aide. Elle vivait dans une communauté d'une petite centaine de personnes, mais les attaques d'hommes sans pitié et enragés mettaient à mal leurs tentatives de survie. Ils avaient des armes et des vivres, et peu de combattants. Elle finit par me convaincre de la suivre. Je vis pour la première fois à 31 ans ce qu'était Paris. Cela ne ressemblait en rien à ce que ma grand-mère m'avait décrit. Les routes et les immeubles étaient détruits, et la tour Eiffel avait perdu sa pointe, ne laissant que ses 4 pieds. Je me suis donc installé avec eux, les nombreuses compétences que j'avais développées avec le temps leur étant d'une grande aide. Au fil des années, je devins le leader de ce groupe qui ne faisait que s'accroître. Ceux qui essayaient de mettre à mal la quiétude de nos vies étaient tués. Nous étions maintenant plusieurs milliers, et je savais ce qu'il nous restait à faire, car le livre que j'avais trouvé il y a tant d'années me décrivait parfaitement comment tout allait se terminer. Il fallait monter une armée. Nous avions au sein de notre communauté les descendants de soldats, de médecins, d'ingénieurs, et nous avions des radios. Il fallait lancer un appel au monde. Ceux prêts à défendre notre terre, à rebâtir notre civilisation, devaient nous rejoindre. Nous avons récupéré tous les matériaux utiles pour faire des armes. Tout ce qui pouvait servir était mis à contribution. Plus les mois et les années passaient, plus nous étions nombreux. Des hommes et des femmes venus par bateau de fortune, à pied, marchant des milliers de kilomètres. Ils venaient du nord, de ce qu'était auparavant l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse. Des hommes de toute l'Afrique, de Russie, de Pologne, de Grèce et d'Asie, d'Amérique du Nord et du Sud. Le monde était réuni en une dernière armée. Une armée dont j'étais devenu le général. Avait-il fallu cela pour nous rassembler? La fin des temps, le 5 juin,
nous nous rassemblions tous devant la Dame de Fer. Des millions d'hommes et de femmes, prêts à défendre leur vie, leur monde, leurs avenirs et celui des prochains êtres humains. Nous n'avons plus peur. Aujourd'hui, je le sais. Ceci était notre destin. Nous avons patienté toute la nuit, attendant le jour fatidique. Et nous y sommes. Le 6 juin 2120, le ciel se déchire en 1 milliard d'éclairs et le sol s'ouvre sous nos pieds. Le ciel se teinte de rouge, un rouge sang et des nuages noirs. Nous entendons alors résonner dans le ciel du monde le son de la corne diabolique. Le signal de l'affrontement final. Au loin, nous voyons arriver au grand galop le tout premier cavalier sur son cheval blanc, suivi par celui à la monture rouge. Nous gardons notre formation lorsqu'arrive le sombre cavalier et son cheval noir. Puis le voilà, le dernier des cavaliers, sur son destrier vert. Ils annoncent l'arrivée de leur maître. Nous sommes les derniers survivants de ce monde, et il vient pour nous asservir. Mais nous nous battrons, mes frères. Nous vaincrons le mal et récupérerons notre monde. Il y a 100 années, jour pour jour, ils ont entamé la guerre. Et aujourd'hui, nous menons la dernière bataille. Regardez la bête fendre sur nous. Avec ses 4 cavaliers et leurs armées de démons derrière eux. Nous n'abandonnerons pas. Nous nous battrons pour notre liberté. Suivez-moi. Suivez l'armée d'Arès.